Alors, on va vous parler d'Altergo, du projet Choisir de gagner, du défi sportif Altergo. On va avoir une conférence d'ouverture. De l'autre côté du panneau à l'arrière, il y a les kiosques de différentes associations ou compagnies qui vont être présentes. On va vous faire l'énumération un petit peu plus tard. Et il y a la rencontre du sport scolaire. Alors, une journée bien chargée, mais je crois que vous allez... Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 100 membres en loisirs pour personnes handicapées ou en sport sur l'île de Montréal. Alors, ça rassemble les forces vives et en favorisant la promotion de l'accessibilité universelle. Alors, c'est une association régionale de loisirs. Il y en a plusieurs, il y en a 14 au total au Québec. Nous, on représente l'île de Montréal. Dans le réseau Altergo, il y a Altergo Formation, qui, eux, donnent de la formation et sensibilisation pour l'accessibilité universelle. Et depuis cette année, on a officialisé Défi sportif Altergo. Alors, je vais inviter Mme Michelle Gardner pour vous en parler plus longuement, qui est directrice des compétitions et de la logistique pour le défi sportif. Michelle? C'est bon. Bien, bonjour tout le monde. Si on se dégèle un petit peu ce matin, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent absolument pas le défi sportif? Est-ce qu'il y en a qui sont à leur première... Ah, c'est pas pire, levez haut la main, c'est bon. OK. Marco, c'est pas vrai, tu connais le défi sportif. Est-ce qu'il y en a que c'est leur deuxième année à amener des élèves ou des athlètes au défi sportif? Deuxième, troisième, 5 ans et plus? Oh, c'est bon, il y a de l'expérience dans la salle. 10 ans et plus? Oh, il y a encore plus d'expérience dans la salle, c'est bon. Donc, voilà. Alors, le défi sportif, dans le fond, je n'ai pas besoin de vous le détailler pour plusieurs d'entre vous. C'est un événement international qui rassemble l'élite et le haut niveau. Donc, on a autant des sports provinciaux, des tournois locaux, que des tournois nationaux, internationaux au niveau du haut niveau. Donc, en résumé, c'est 4000 athlètes, c'est plus de 1000 bénévoles, 20 pays, 25 compétitions, 13 sports, 5 sites de compétition. Donc, tout ça se déploie à l'intérieur de la même semaine. Spécifiquement pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est notre volet scolaire. Donc, notre volet scolaire, l'an dernier, a regroupé 3000 jeunes de toutes déficiences, 75 écoles et centres de réadaptation qui provenaient de 12 régions du Québec. On a présenté 8 sports dans le volet scolaire et ça s'est déroulé l'année passée pour la première fois sur 5 jours. Donc, un grand succès et on a espoir que ça va grandir encore cette année. Donc, si on regarde le volet scolaire depuis 2000, on peut voir que, dans le fond, tranquillement, ça a toujours augmenté d'année en année. La seule année où, dans le fond, ça a diminué, c'était en 2009, parce que, si je ne me trompe pas, en 2009, c'était l'année où Claude Robillard était fermé, la piscine de Claude Robillard était fermée. Donc, c'est l'année où est-ce qu'il y a eu une baisse de participation au niveau du volet scolaire, parce que autant natation primaire, secondaire n'était pas offert cette année-là. Donc, sinon, d'année en année, il y a eu une hausse de participation. On voit que c'est un besoin au Québec, puis que de plus en plus d'écoles, de centres de réadaptation, de toutes sortes d'écoles aussi, pas juste des écoles spécialisées, commencent à s'inscrire au défi sportif au volet scolaire. Donc, cette année, est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année? Oh oui, bravo. On va faire un concours, dans le fond, c'est bon. Cette année, c'est le 30e, donc une grosse année. Ça va se passer du 22 au 28 avril, si jamais vous n'avez pas déjà ça dans votre agenda. Et puis, on a très hâte de vous dévoiler quelques initiatives du 30e. Mais une des grandes nouveautés, c'est qu'on essaie de déployer un petit peu des services un peu plus tout au long de l'année. Donc oui, il y a le gros événement du défi sportif pendant la semaine du mois d'avril, mais on veut commencer à travailler justement le projet qu'on fait avec Choisir de gagner. Ça nous donne du soutien, puis ça nous donne des ressources
pour pouvoir mettre en place des services tout au long de l'année. Donc, 3 dont je voudrais juste vous faire brièvement une petite explication, c'est entre autres le prêt de matériel. On a toujours été ouvert aux défis sportifs à prêter du matériel pour les écoles, les organismes qui en ont besoin ou qui aimeraient emprunter du matériel pour faire l'essai de sport ou l'essai d'activité sportive dans votre milieu. Mais là, on le rend plus officiel, on le structure un peu plus. Donc, il y a vraiment, on va vous donner d'ailleurs cet après-midi une clé USB avec tous les documents reliés à ces services-là que vous allez pouvoir vous référer de retour dans vos milieux. Donc, on veut vraiment mettre notre matériel à votre disposition tout au long de l'année. Ensuite de ça, on veut aussi offrir pour les milieux pour qui ça intéresse des activités d'expérimentation sportive. Donc, allez dans votre milieu, selon les sports, selon la clientèle que vous avez, invitez aux besoins des fédérations sportives à venir avec nous, puis faire vivre le sport, dans le fond, à votre groupe de jeunes ou à des intervenants de votre milieu. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Et le nouveau volet, qui est en partenariat avec le Comité paralympique canadien, c'est les conférences Nouvelles perspectives, vie nouvelle. Donc, en anglais, c'est Changing Mind, Changing Lives, qui est un concept de conférence de sensibilisation. C'est vraiment pour les professionnels de la santé ou les professionnels ou les intervenants du monde de l'éducation, commission scolaire, journée pédagogique, où est-ce que vous voulez faire une formation pour l'ensemble du personnel. Vous faites appel à nous, on vient vous faire une super conférence avec un athlète paralympique, puis on couvre le parasport en général, on couvre l'importance du sport et qu'est-ce que, en tant qu'intervenant, quel rôle que vous pouvez jouer. Donc, c'est le genre de conférence qu'on peut faire dans vos milieux en nous faisant la demande. Donc, toute cette information-là et beaucoup d'autres se retrouvent sur notre site Internet, avec aussi notre Facebook, Twitter, YouTube que vous voyez à l'écran. Alors, je vous invite à venir nous en parler à la pause sur l'heure du midi si vous voulez plus d'informations sur ces 3 services-là. Donc, je cède la parole à Maxime pour la suite. C'est bon? Merci, Michel. La prochaine personne qui va venir vous parler, c'est le directeur du projet Choisir de gagner, M. Pierre Morin. C'est notre petit nouveau dans l'équipe. Vous allez voir, jeune, dynamique, fringant. Il va vous vendre ça, le Choisir de gagner le projet. Un beau projet qu'on a pour 4 ans. Je ne volerai pas les punchs. C'est notre deuxième, c'est la phase 2 cette année. Alors, on a déjà fait des nouveautés l'an passé, des améliorations. Vous allez en entendre parler. Mais j'y laisse la place. Alors, M. Pierre Morin, directeur du projet Choisir de gagner. Merci beaucoup, Maxime. Je ne sais pas pourquoi il faut que je le lève. Là. Merci beaucoup, Maxime. Toujours la même chose. Il faut que je lève le micro. Deuxièmement, il me présente toujours comme étant les petits nouveaux. Alors, un jour, ça va achever. Merci beaucoup d'être là, effectivement. Ça nous fait plaisir, avec Choisir de gagner, le défi sportif, d'accueillir tout le monde aujourd'hui, puis un peu d'ouvrir l'activité que vous faisiez habituellement de la journée du défi sportif. Vous vous demandez, Choisir de gagner. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler l'an passé. Je vais faire le même jeu que Michel. Je ne vous demanderai pas si vous le connaissez depuis 5 ans. Vous seriez menteur si vous disiez oui. Mais si je vous demande, ceux et celles qui en ont entendu parler l'an passé, levez la main. Et pourtant, mais merci beaucoup. Et pourtant, Choisir de gagner était déjà là l'an passé. Choisir de gagner, c'est quoi? C'est effectivement une initiative du défi sportif Altergo. C'est un projet national. Même si tantôt on a dit que le défi est un événement international, qu'Altergo est une association régionale, le projet est soutenu pour avoir un impact sur le plan provincial. Quand on dit national, on se comprend bien, c'est Québec en forme. C'est soutenu par Québec en forme. La majorité d'entre vous, vous connaissez Québec en forme, les nombreuses initiatives de Québec en forme. La dernière en date, la campagne sociétale WIX pour faire bouger les enfants de 9 à 13 ans. Vous avez entendu parler des trottibus, vous avez entendu parler d'ActiMenu, des menus santé. Beaucoup d'initiatives que Québec en forme organise, soutient et qui sont déjà présents dans vos écoles. C'est un projet de 4 ans, donc on a le temps de le développer. On a le temps de le voir venir, puis bien, ça devrait normalement se terminer en décembre 2015. On espère, nous, que ça va continuer dès là, mais on espère pouvoir faire déjà une différence appréciable d'ici à décembre 2015. Puis, bien, il faut le dire, le défi n'est pas tout seul là-dedans. C'est organisé en collaboration, particulièrement avec le laboratoire en vie communautaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Martineau, bonjour. Les gens d'Extenso. Extenso, c'est le Centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal.
Puis, bien, on a peut-être, bien naturellement, on a plusieurs autres partenaires qui participent avec nous. Donc, ce n'est pas qu'une petite bébite, c'est un projet national, puis on s'est dit qu'on voulait faire vraiment quelque chose de bien. Excuse-moi. C'est quoi notre intention? C'est juste de faire en sorte que les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle voient l'importance de la saine alimentation d'un mode de vie actif, puis qu'ils soient capables de les adopter facilement. C'est juste ça notre projet. Enfin, finalement, ce n'est pas grand-chose, mais effectivement, ce qu'on s'est dit, pourquoi est-ce que les jeunes qui ont une limitation ne seraient pas aussi inclus dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des saines habitudes de vie, dans le paradigme? C'est venu de deux constats. On s'est dit, premièrement, c'est encore plus important pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle d'adopter de saines habitudes de vie. Tout ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, je vous dirais, par exemple, le taux d'obésité chez les jeunes, c'est les adultes qui ont une limitation fonctionnelle, dépassent les scores de 40 % par rapport à la population adulte dite régulière. On sait que les problèmes de santé sont encore plus importants, mais on sait qu'ils vont être accélérés si le mode de vie actif, puis si les jeunes n'adoptent pas déjà à cet âge-là, malgré leurs limitations, un mode de vie actif et une saine alimentation. Donc, il faut sensibiliser les jeunes. Mais la deuxième chose, c'est que, autant sur le plan national que sur le plan régional, on n'a pas vu ou on n'a pas senti que le mouvement des saines habitudes de vie intégrait ou incluait les jeunes avec une limitation. Par exemple, quand on pense à la campagne sociétale Wix, quand on leur a parlé que ce serait une bonne idée d'intégrer aussi les jeunes avec une limitation, ben, je ne dirais pas qu'à la bouche a tombé, mais il n'y avait juste pas eu flash encore. Pourquoi est-ce que, de façon normale, pourquoi est-ce que de façon, dès le début, on n'intègre pas les jeunes avec limitation? Pourquoi pas faire en sorte que tout le monde se sent inclus dans le mouvement des saines habitudes de vie? Puis quand on a vu les résumés des projets nationaux et des projets régionaux, puis là, au niveau local, où est-ce que peut-être vous êtes impliqués, rarement est-ce que la notion de personnes handicapées, personnes avec une limitation, jeunes handicapés, jeunes spéciaux, whatever comment on les appelle, était retenue ou même qu'on en tenait compte. Donc on s'est dit, nous autres, OK, on a deux niveaux sur lesquels il faut qu'on travaille. Le premier, c'est vraiment sur les jeunes et leur entourage immédiat. Puis la question, c'est qui leur entourage? Là? Oui, c'est les parents, puis oui, c'est vous autres aussi, les parents, les professeurs, ceux qui travaillent près d'eux autres. Ce qu'on veut, c'est premièrement, on veut les connaître, ces jeunes-là. Parce que si on demande à, mettons, au MELS, combien il y a de jeunes qui vivent avec une limitation au Québec, pas capable de nous le dire. Si on demande à chacune des commissions scolaires, peu disposent des chiffres précis. On n'est pas capable encore, avec beaucoup de difficultés, je regarde Eric, de faire le portrait précis des jeunes qui ont une limitation fonctionnelle au Québec. Puis quand ils ont eu, par exemple, la bonne idée de produire récemment une enquête statistique sur les saines habitudes de vie auprès des jeunes du secondaire, ils ont choisi d'exclure systématiquement les écoles où il y avait des jeunes qui vivaient avec une limitation. Alors, on n'a aucun renseignement. Donc, il faut les connaître. Puis quand on les connaît, bien, il faut les sensibiliser, les toucher directement. Faire en sorte qu'ils sentent, eux autres aussi, que ça les concerne, les saines habitudes de vie. Les encourager, puis les outiller. Donc, développer des programmes, développer des processus qui vont vous aider, qui vont les aider ou qui vont faire en sorte que ça va les intéresser à adopter de saines habitudes de vie. Donc, notre premier niveau, les jeunes. Le deuxième, on a parlé, c'est l'environnement général du milieu des saines habitudes de vie. Québec en forme, les projets nationaux, les projets régionaux, le grand défi Pierre Lavoie, la campagne Wix, qui comprennent que dès le départ, c'est important d'inclure les jeunes avec une limitation, qu'au moins une représentation des jeunes serait intéressante. Faire en sorte que, quand les jeunes qui ont une limitation voient la campagne, ah, bien, moi aussi, ça me concerne. Moi aussi, je devrais bouger. Puis malgré la limitation, ou grâce à la limitation que j'ai, ça devrait me permettre de pouvoir en profiter au moins autant. Donc, sensibiliser le milieu aux besoins des jeunes, introduire la notion d'accessibilité universelle, puis informer, former les intervenants. Donc, vous voyez, vraiment travailler à deux niveaux. Puis nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a le défi sportif. Le défi est connu, c'est un événement reconnu. On touche déjà proche de 3000 jeunes. On a la capacité d'en toucher beaucoup plus, mais on a la capacité d'intéresser des jeunes à venir au défi. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est augmenter, améliorer puis soutenir la participation des jeunes aux défis sportifs. Un des exemples, ce qu'on fait aujourd'hui, on améliore cet événement-ci. On va faire une tournée dans les écoles. On va avoir un site Internet qui va être plus proactif pour faire en sorte de toucher les jeunes et de les aligner sur les autres initiatives qui peuvent exister.
On veut profiter de l'événement aussi. L'année passée, on avait une zone santé, vous l'avez vu rapidement, pour donner le goût de bien manger et de bien bouger aux jeunes. Puis, bien, on veut montrer que les saines habitudes de vie, c'est pour tout le monde. Puis, on croit sincèrement que le défi sportif, c'est Altergo, c'est un des meilleurs événements, c'est un des meilleurs outils qu'on a pour pouvoir le faire. Fait qu'on sait comment on a commencé l'an passé à le faire. Fait que, merci. Fait qu'après un an, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenté de réaliser le portrait. Ça veut dire qu'on a appelé toutes les commissions scolaires une dizaine de fois. On leur a écrit, on leur a réécrit, puis on leur a réécrit pour finalement avoir une réponse d'à peu près 50 des commissions scolaires qui nous donne un portrait des jeunes, du type de limitation, puis de comment ils font les activités. On est en train de faire des études de cas actuellement dans une dizaine de commissions scolaires où on rentre dans les écoles, on mesure l'ensemble des moyens qui sont pris pour faire en sorte que les jeunes fassent de l'éducation physique, c'est quoi les mesures d'intégration, puis bien, on discute avec les profs, les dirigeants, les principaux, les parents, puis les jeunes, pour savoir qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, on travaille fort sur, comme on dit, mesurer les facteurs d'intégration. On veut augmenter le nombre de jeunes puis d'écoles aux défis sportifs, puis là-dessus, on a soutenu votre participation. Par exemple, l'événement ici, mais tantôt, et Michel l'évoquait, on a soutenu le transport. Plusieurs d'entre vous ont profité d'une subvention pour le transport en autobus. On a subventionné des boîtes à lunch. On a amélioré le système d'inscription. Maintenant, c'est en ligne, puis on continue à l'améliorer cette année. Puis, bien, ça a eu comme effet qu'effectivement, on a eu à peu près 200 jeunes de plus au DSA. Parce qu'entre autres, on a aussi tenu une 5e journée. Cette année, il y a encore 5 journées, naturellement. On a reformulé, Michel et son équipe vont vous parler de ça après-midi, on a repris la programmation, mais toujours avec l'objectif d'avoir peut-être un petit peu plus de monde, un petit peu plus d'écoles, parce qu'on veut sensibiliser les gens. Après un an, l'an passé, on a intégré les saines habitudes de vie au défi. À l'intérieur de notre organisation, on a organisé la zone santé. On s'est donné des nouvelles lignes directrices en alimentation, une politique alimentaire maintenant au défi qui fait qu'il y a un petit peu moins de chips qui sont offerts, un petit peu moins de coke, puis peut-être plus de repas santé. On est en train présentement d'essayer notre tournée de sensibilisation dans les écoles. On a eu notre premier événement la semaine dernière à Monseigneur-Parent. On a un autre événement à Saint-Jean dans 2 semaines. Je vais vous en parler tantôt. Ceux et celles qui s'intéressent de nous avoir, ça revient un peu à ce que Michel évoquait tantôt, tournée de zones sportives, mais en plus gros. Puis, bien, on est en train, tranquillement, lorsqu'on va connaître des facteurs d'intégration, de développer nos outils. On a commencé à travailler là-dessus. Je vous ai dit 4 ans, on a une phase 2. On s'enligne pour de janvier à août, parce qu'on a changé nos dates un peu. Puis ce qu'on veut cette année, c'est vraiment compléter notre portrait, puis identifier, justement, finir d'identifier les facteurs d'intégration à certaines habitudes de vie. On veut continuer à améliorer le soutien à la participation aux défis sportifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, il va y avoir encore des boîtes à lunch. Oui, on va améliorer le programme de soutien au transport que vous avez eu. Oui, on va faire des activités encore dans le cadre du défi pour sensibiliser. La zone santé que vous avez vue l'an passé, ça n'a aucune commune mesure avec celle qu'on fait cette année. Puis oui, on planifie encore plus d'événements de la tournée à la... Ah, OK, c'est pour me dire que j'ai fini. Puis oui, on planifie encore d'autres événements de la tournée. Puis, bien, on veut continuer à améliorer la qualité de l'expérience. Vous allez voir cette année, probablement qu'il va y avoir des photos finish en athlétisme, probablement que vous allez voir plein de décorations, de pavoisements, tout ça pour donner le goût aux jeunes de venir, mais de revenir, puis pour vous soutenir aussi dans la participation, dans le fait que vous amenez les jeunes au défi. On veut déployer notre tournée de sensibilisation, je vous l'ai dit. Puis, bien, on veut développer des alliances. Je vous ai parlé de WIX tantôt, la campagne de 9 à 13 ans. C'est clair, on veut travailler avec eux pour qu'ils puissent intégrer les jeunes qui ont une limitation, voir comment ils peuvent les toucher d'une façon plus efficace. Même chose pour le grand défi Pierre Lavoie. Ils nous ont oubliés un peu, mais en travaillant avec eux, on pense qu'on est capable de faire une différence. Ça me permet de vous signaler aussi. Vous avez tous eu dans vos pochettes la présentation du projet et vous avez la présentation de la tournée. Je vous invite à lire particulièrement le bout de la tournée. Si ça vous intéresse l'an prochain, de septembre à décembre, de nous accueillir, ça va nous faire plaisir d'aller chez vous. Il n'y a aucun frais. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir rencontrer des jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Leur présenter c'est quoi avoir un mode de vie actif. Leur présenter c'est quoi bien manger, puis leur faire essayer plein d'activités sportives. C'est gratuit. On vient de faire nos expériences. Ça va bien. Je vous invite. Voilà. Questions, commentaires, je suis là à l'heure du dîner. Puis, bien, merci beaucoup.
Merci, Pierre. Il reste des places en avant, Jean-Philippe. Alors, la prochaine personne que je vais vous présenter, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a au moins une quinzaine d'années. Je vous dirais que ce qu'il va vous dire ce matin, si ça ne vous inspire pas, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est passionné, puis qui va vous parler de l'importance du sport chez lui, qu'est-ce que ça a fait. C'est quelqu'un qui a touché le monde du rugby en fauteuil roulant, qui a touché le monde du tennis et qui vient de débuter une carrière en boccia. Alors, j'en dis pas plus. J'invite le Paralympien Marco Di Spaltro à venir vous parler pour les prochains 30 minutes. Marco! Bonjour, mon nom est Marco Di Spaltro, puis Maxime, puis Michel, puis la gang du défi Altergo m'ont invité à venir vous parler un peu. Fait que ça, c'est un peu qui je suis. Fait que Marco Di Spaltro, moi j'ai commencé mon odyssée dans le sport en fauteuil roulant en 1993. Fait qu'au rugby, j'ai fait 11 championnats canadiens, des championnats d'Europe, parce que aussi... avec la grande gueule que j'ai, puis aussi mon esprit de voyageur, puis pour expérimenter, j'ai voyagé à travers le monde pas mal. Fait que là, j'ai commencé au rugby. Puis ensuite de ça, j'étais au Canada. Ensuite de ça, j'ai coaché l'équipe de la Suède. Fait que d'ailleurs, j'ai encore mon kit jaune et bleu. Ensuite de ça, après une couple d'années au rugby, j'ai décidé de passer au tennis. Puis ensuite, après le tennis, mon prochain sport, c'était le boccia. Fait que j'ai fait comme 3 sports. Quand j'étais un petit cul, qu'est-ce que la vie nous réserve? Moi, je savais, j'étais différent. Parce que dès un jeune âge, je n'utilisais pas de fauteuil roulant, mais j'avais un problème. C'était pas toujours évident pour moi de bouger. Je tombais souvent. Puis je savais pas où j'appartenais. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Puis mes rêves, moi, la seule affaire que j'aimais vraiment, c'était de courir, puis faire du sport. Mais je n'étais pas tellement bon. Puis ensuite de ça, à l'âge de 14 ans, là, j'ai eu ma raison pourquoi que j'avais de la difficulté, puis je tombais souvent. Fait qu'ils m'ont annoncé que j'avais une affaire qui s'appelle la dystrophie musculaire de Becker. Puis là, moi, c'est apparu pas mal plus à l'adolescence, les symptômes. Aussitôt que j'ai dépassé le cap des 5 pieds, là, j'ai commencé à avoir plus de difficultés, je tombais plus souvent. Fait que c'est dès lors qu'on a découvert que j'avais cette maladie-là suite à une biopsie. Fait que faiblesse des jambes, difficulté à marcher, des chutes nombreuses. Là, je dois en avoir à peu près 1000 à mon actif. Puis heureusement, je ne me suis jamais rien fracturé. J'étais chanceux. Là, je suis devenu un expert dans l'art de faire des débarques. Là, fait que je suis devenu très bon dans la cascade. Puis les docteurs me disaient, ton avenir, tu vas avoir un fauteuil motorisé pas mal quand tu vas avoir à peu près peut-être 25 ans, puis ton espérance de vie va être écourtée. Puis il me parlait d'à peu près une espérance de vie de 40 ans, fait que là j'ai 45 ans, fait que pas si pire pour un gars qui est supposé d'être mort. Fait que là, après ça, écoute, tu te poses des questions quand même, là. Fait que là, c'est un nouveau questionnement. Là, je sais que j'ai quelque chose, je sais que j'ai une maladie. Mais comment, qu'est-ce que je vais faire avec cette affaire-là? Fait que là, suite au choc de me faire dire que j'avais une maladie, là, j'ai commencé à penser un peu, mais c'est quoi qui a vraiment changé, là, du mardi, quand j'ai su que j'avais la dystrophie musculaire, au mercredi? Finalement, il n'y avait pas grand-chose de changé. Moi, j'aimais faire des sports, même si je n'étais pas bon. Fait que je me suis dit, là, au moins, j'ai une raison pourquoi je ne suis pas bon dans les sports. Fait que là, j'ai quand même continué à faire du sport, puis jouer au football avec des amis, puis
puis des trucs comme ça. Puis ce que j'aimais aussi, mes chums étaient tous bien cool avec ça. Ils savaient que j'avais de la difficulté à bouger. Fait que là, quand je jouais au football, ils me mettaient comme corps arrière. Puis ils ne me couraient pas trop après non plus, là. Fait que ça, c'était correct. Puis là, ben, j'ai commencé à penser, ben, Caroline, ça va me donner toutes sortes de nouveaux défis. Puis là, en 93, là, je découvre cette affaire-là du sport en fauteuil roulant. Moi, j'avais aucune idée que ça existait, ça. Pour moi, des personnes handicapées, c'était des personnes qui étaient de l'âge d'or. J'avais aucune idée qu'il y avait des jeunes qui pouvaient faire des sports. Puis là, je me rappelle la première fois, là, puis moi, c'est complètement un concours de circonstances, comment je suis arrivé dans le sport en fauteuil roulant. Parce que j'avais commencé avec Kéroul, c'est un organisme pour le tourisme pour les personnes handicapées physiques, ou capacité physique restreinte, qu'elle me dit. Puis là, ben, j'ai commencé avec ça, puis moi, je voulais faire un répertoire d'endroits accessibles dans Laurentides, parce que je suis de Saint-Jérôme. Puis là, ben, justement, j'ai communiqué avec une personne de l'Association régionale des loisirs des personnes handicapées des Laurentides, qui m'a dit, ben, tu devrais aller faire un tour le mercredi, une gang de gars qui font du sport en fauteuil roulant. C'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que là, moi, j'arrive là, puis je me rappelle encore de la scène, c'était au mois de décembre, un mercredi, puis là, c'est une petite école primaire, je rouvre la porte, puis là, je vois à l'horizon là, du monde passer en flash, là. Ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que là, je me pointe là-dedans, puis là, je vois du monde en fauteuil roulant se foncer dedans. Hey, ils sont malades, mais ça a de l'air cool pas mal. Fait que là, il y a un des gars qui me dit « Hey, ça te tente-tu d'essayer? » Ça, c'était Paul Desjardins. Puis Paul me dit, puis là, moi, je réponds pas, je sais pas. OK. Fait que là, tout de suite, j'embarque dans un fauteuil, puis à ce moment-là, pour moi, je dis toujours, ça a été ma renaissance. Parce que jusqu'à ce moment-là, je savais pas vraiment où j'appartenais. Puis là, ben écoute, hey, le sport en fauteuil roulant, j'ai pas besoin de mon bas du corps. C'est juste le haut du corps, parce qu'à cette époque-là, j'étais quand même assez fort physiquement. Fait que là, je me suis dit, hey, ça va être ma vie, ça. Puis à l'époque, c'était comique parce que j'étais dans une relation, puis on était supposé de se fiancer, mais j'ai découvert le sport en fauteuil roulant, puis ça, c'est... disons que ça met un terme à cette relation-là assez vite, parce que là, c'était comme tout nouveau pour moi. Fait que là, je me suis dit, bien, je vais me lancer dans cette aventure-là. Fait que là, c'est en 93. Fait que là, je commence au rugby en fauteuil roulant. C'est 4 contre 4. Ça se passe sur un terrain d'une grandeur d'un terrain de basketball. Puis, tu sais, c'est pas juste de se foncer dedans aussi. Il y a beaucoup de stratégie dans ce sport-là. Fait que moi, j'ai tout de suite... moi, j'adorais le football américain, le football canadien, le hockey, fait un sport de contact. Puis on voit que les fauteuils ils ont des armures sur les côtés, fait qu'on est très bien protégé. Puis les seules blessures qu'il y a dans ce sport-là, c'est souvent, on se met les doigts en mauvaise place, puis il arrive des mauvaises affaires, parce que vous voyez, il y a des petits pare-chocs en avant, fait que c'est des genres de véhicules blindés. Fait qu'avant de commencer le sport, moi, j'étais une personne très introvertie, puis assez timide. Puis là, en commençant le sport, là, ça m'a ouvert un paquet d'horizons. Puis en peu de temps, là, je suis devenu leader parce que ça a l'air que c'était dans moi. Puis je ne le savais même pas. Puis là, c'est qui joue au rugby, puis pourquoi? Fait que vous voyez, là, il y a un paquet de différents handicaps. Il faut que tu aies des limitations quand même à 3 des 4 membres. Puis là, la plupart des gars, c'est des tétraplégiques, des quads. Fait que c'est eux autres, vraiment, au début, qui m'ont inspiré. Parce qu'on parle des gens là, qui ont eu un accident très grave. Là. Ils se sont pété le cou, ni plus ni moins. Là. Puis ils sont devenus des blessés au niveau cervical. Puis là, il y a bien de ces gars-là qui ont... Tout de suite, on regarde, là, ils n'ont presque pas de sensation, ou souvent, ils n'ont pas de sensation, là, de la lésion jusqu'en descendant. Puis il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment... Les doigts, ils sont là, mais ils sont pas mal inutiles. Ils ont un peu de fonction au niveau du poignet. Ils n'ont pas de triceps. Puis ces gars-là, ils réussissaient à bouger leur fauteuil. Il n'y avait pas besoin de fauteuil motorisé, parce qu'au début, ils leur disaient, peut-être que ce serait bon que tu aies un fauteuil motorisé, mais ils voulaient en faire plus que ça. Fait que là, vraiment, ces gars-là, moi, quand je regardais ça, là, je me suis dit, vraiment, hey, c'est des inspirations, ces gars-là. Avec tout ce qu'ils ont contre eux autres, ni plus ni moins, à cause de leur fonction physique, ils sont quand même capables de réussir à propulser un fauteuil, ils mangent par eux-mêmes. Puis moi, le rugby, c'est ça qui me vraiment... Je trouve ça extraordinaire. Parce que là, souvent, écoute, c'était une réadaptation complète, ça. Tu te casses le cou,
Puis du jour au lendemain, là, le mardi, disons, tu étais une personne, soit dite normale, puis le jour d'après, tu es rendu handicapé, il faut que tu réapprennes à vivre. Puis ces gars-là, en commençant le sport, puis en faisant du sport de façon régulière, ils deviennent plus forts physiquement, puis ça a un effet incroyable sur leur vie de tous les jours aussi. Fait que le sport, oui, c'est extraordinaire, mais les bienfaits que le sport te donne dans ta vie de tous les jours, là, c'est extraordinaire. Puis souvent, comme je vous dis, moi, je me promène à travers le monde, puis tu vois des gens, la première fois que tu les vois, peut-être 6 mois après leur accident, là, ils sont pratiquement capables de rien faire. Puis là, tu les vois comme 2 ans après, ils sont capables de transférer par eux-mêmes, ils conduisent des automobiles, ils ont des familles. C'est extraordinaire ce que tu peux accomplir quand tu veux. Fait que choisir de gagner, il faut que tu choisisses là, que tu vas aller de l'avant de ta vie. Tu sais, tu vas avoir toutes sortes de trucs contre toi, mais si tu vas de l'avant, là, la vie va s'ouvrir devant toi, puis tu vas découvrir des choses incroyables, comme je l'ai fait, puis comme la plupart des gars qui jouent à ça. Puis là, vous voyez là, des amputés, il y a des Guillains barrés, des Kugelberg Vielander, des Charcot-Marito, des dystrophies musculaires, d'ataxie, de traumatisme crânien. Il y a un paquet de monde qui peuvent jouer à ce sport-là. Puis si ce n'est pas ce sport-là, il y a un sport pour tout le monde. Handicapé physique, intellectuel, sourd, aveugle, il y a quelque chose pour toi. Puis moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer là, quand je parle aux gens. Puis de développer son indépendance. C'est-tu pas incroyable, ça, quand c'était... Un jour, tu n'es pas capable de faire quelque chose, puis là, ben, avec un peu de persévérance, puis avec un peu d'énergie, tu réussis à accomplir quelque chose. Puis aussi, ce qui est intéressant aussi, souvent, ben, tu te retrouves avec des gens qui ont le même type d'handicap que toi, fait que tu peux partager des petits trucs de ta vie quotidienne, qu'est-ce que tu fais. Fait que c'est extraordinaire, puis ça te permet aussi de te dépasser. Là, après ça, après le rugby, parce que là, avec ma maladie, c'est une maladie dégénérative, fait que là, ça commence à être tough, parce qu'au rugby, ben, tu fonces dans du monde, puis après ça, il faut que tu te démerdes pour passer par-dessus des pare-chocs, fait qu'il te faut des épaules là, à toute épreuve, ni plus ni moins. Fait que là, ben, là, je commence le tennis. Fait que le tennis, c'est un sport qui n'a pas de contact. Fait que ça, c'était déjà un plus. Fait que là, il n'y a pas de contact là-dedans. Puis là, ben, en très peu de temps, moi, je suis très fort là, techniquement. Fait que là, je vois, je prends les meilleurs au monde, puis j'essaie de les copier un peu, puis ensuite de ça, ben, rajouter un grain de Marco. Fait que là, ben, au tennis, ben, là, je voyais dans les règlements que pour faire un service, tu as le droit à une poussée. Fait que moi, je me mettais dans le fond du terrain, puis là, je faisais une grosse poussée, puis là, avec mon tronc, j'étais capable de bouger mon fauteuil, puis là, bûcher dans la balle comme il faut, puis ça, c'était mon arme, ça. Parce qu'à part ça, j'avais pas grands autres armes, j'étais pas tellement rapide, mon coup droit était pas fort, là, mais j'avais un maudit bon service. Fait que souvent, ça me permettait de faire bien des choses, puis en l'intérieur de 6 mois, ben là, j'ai gradué d'un niveau du quad A, qui est une division qui n'est pas le top de la division dans ma catégorie, la division Open. Puis à l'intérieur d'un an et demi, j'étais 22e au monde. Puis au tennis, en fauteuil roulant aussi, il y a un des gars, je ne sais pas trop quelle sorte de maladie qu'il a, il s'appelle Nick Taylor, champion paralympique récemment en 2012 en double. Puis il y a une genre de maladie que ses bras sont vraiment écourtés, puis il y a un peu de force au niveau des jambes. Fait que là, lui, quand c'était son tour de servir, il prend sa balle, il la met à terre, il la met sur son pied, puis là, il tire la balle avec son pied dans les airs, puis là, il fait son service. Fait qu'il y a une façon de... Quand tu as une volonté, quand tu veux faire quelque chose, là, puis on va le voir tantôt, là, j'ai des photos assez saisissantes, là, de gens que tu te dirais, pauvres eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais finalement, tu trouves une façon. Quand tu veux, là, tu peux. Un choc social. Tu sais, souvent, on se dit, ah mon Dieu, au Québec, au Canada, c'est pas fort des fois les affaires qu'on a pour les handicapés. Moi, je me rappelle, en 2003, on rencontre les Sud-Africains pour la première fois. Il y en avait une couple là-dessus, là, c'est du monde handicapé qui ont besoin de fauteuil roulant. Il y en avait une couple qui n'avait même pas de fauteuil roulant. Puis là, il y a un gars qui me racontait, bien, moi, ma vie, je suis dans mon lit le matin, il y a un de mes chums qui vient me chercher, il me met dans son char, il m'emmène à ma job, il me met sur un banc, puis je fais ma journée, il vient me rechercher, puis il me remet dans le lit après.
Hey, quelle sorte de vie que c'est ça? Puis finalement, ben, ils ont été chanceux. Ils ont découvert un gars, soudeur. Puis là, il a dit, ben, hey, ça se peut pas, ça. Je vais vous faire des fauteuils. Fait que là, il leur a fait des fauteuils de tous les jours. Il leur a fait des fauteuils de rugby. Fait que ça leur a ouvert un paquet d'horizons pour eux autres. Des choses qu'ils ne pensaient pas avant. Les Chinois. Là, on parle de rugby, puis on parle de quadriplégiques. Fait que c'est des personnes quand même qui sont très limitées physiquement. Puis eux autres, ben, les Chinois voulaient faire une grande célébration des Paralympiques. Fait que là, ils ont été de l'avant avec du rugby en fauteuil roulant, qui était un nouveau programme. Fait que là, les Paralympiques, c'est en 2008 en Chine. Fait qu'ils ont commencé un programme de rugby à peu près en 2005. Puis tout de suite après qu'ils jouent leur dernier match, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tous les fauteuils dans des conteneurs, puis ils renvoient les gens dans leur région. Puis on ne les a plus jamais revus depuis ce temps-là. Fait que là, ils leur ont fait goûter au sport, ils leur ont fait goûter à ce que c'était la liberté, l'indépendance, puis là, ils leur ont enlevé tout ça. Puis là, ces gens-là, des fois, on communique avec eux autres sur Facebook, mais ils sont chez eux à ne pas faire grand-chose. Puis si tu as des multi-handicaps, fait qu'imagine-toi, tu es en fauteuil roulant, puis tu as un handicap intellectuel, oublie ça, là, ta vie, là, tu vas passer ça chez tes parents, puis tu ne peux pas vraiment rien faire. Les Brésiliens. Quand on était là la première fois, ben, souvent les joueurs n'étaient pas habitués à faire des affaires. Puis moi, ce que j'aime faire, j'emmène des gars que je considère quand même assez handicapés pour montrer là, à ces gens-là là, qu'est-ce que tu peux accomplir avec un peu de détermination. Fait que mon gars attitré pour ça, il s'appelle Patrice Simard. Ça, c'est un gars, là, c'est une machine. Là. Lui, il s'est dit, ben là, je suis rendu quad, là, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, ben, il a commencé à s'entraîner, puis il fait des affaires là, absolument incroyables. Il est capable de transférer du sol à un fauteuil roulant, pas de problème. Puis là, moi, j'emmène toujours des gars de ce type-là pour montrer à des gens qui souvent ont plus de fonctions. Tu sais, c'est une bonne claque à la gueule, ça, de dire, hey, moi, je pense que j'ai des problèmes, puis je suis pas fort pour faire ci, puis ça, mais ce gars-là, c'est un exemple, puis le sport en fauteuil roulant, le sport handicapé, c'est rempli d'exemples comme ça. Puis là, ma plus récente, j'ai été en Hongrie, puis qu'eux autres aussi, avec les moyens du bord, souvent, ils vivent dans des institutions encore. Puis on regarde leur fauteuil roulant, c'est des affaires désuètes, mais ils veulent. Puis ils veulent se sortir de leur misère, ils veulent se sortir de leur torpeur. Puis, écoute, ils n'ont pas d'infrastructure comme qu'on a ici, là. Puis ils réussissent, malgré tout ça, là, à essayer de faire de quoi avec leur vie. Puis en parlant de choc, ça, c'est la première fois. On voit les Sud-Africains. Le numéro 2, là, c'est un gars de 6 pieds 1 puis de 200 livres. Puis ça, c'est un Sud-Africain, Luan. Puis lui, si vous faites des recherches sur lui, c'est Luan Dagener. Puis lui, une de ses affaires qu'il fait dans ses temps libres, il tire des autobus puis des avions. Fait qu'il y a des records mondiaux pour ça. Puis lui, son type d'handicap, il a toute sa force au niveau des abdominaux. Il a des petites jambes qui servent un peu, mais pas beaucoup. Puis avec le type d'handicap qu'il a, là, c'est le plus de fonction. C'est le plus haut qu'il peut lever les bras. Il ne peut pas élever les bras plus que ça. Puis là, ben lui, il a découvert une façon de pousser son fauteuil. Puis lui, le secret avec lui, quand tu joues contre lui, il ne faut pas que tu lui laisses de l'espace. Parce que si tu lui laisses de l'espace, puis tu lui laisses là, 20 mètres à rouler, là, t'imagines-tu quand il va ramasser quelqu'un? On a un de nos gars, justement, Martin Mainguy. Martin, il se dit, bah, qu'est-ce qu'il peut me faire, lui, là? Fait que là, il se place devant lui, puis là, Luan s'en vient à pleine vitesse, là, puis Martin doit reculer de 3 mètres. Fait que là, après ça, on s'est dit, ben, peut-être la meilleure stratégie contre ce gars-là, c'est pas de le laisser partir, juste de le pogner tout de suite en partant. Mais ça a été de faire une affaire de même. Puis la première fois, là, l'équipe de l'Afrique du Sud, elle sort, puis là, t'as cette affaire-là, puis tu vois même pas les joueurs en arrière. Hey, c'était-tu impressionnant? Puis... Fait que là, j'aimerais vous parler aussi de la Floride. Moi, quand je vais en Floride, j'ai l'opportunité d'aller en Floride à pas mal tous les hivers. Puis j'ai commencé avec mes nombreux voyages. Je me suis lié d'amitié avec une équipe là-bas qui s'appelle les Rattlers du sud de la Floride. Puis là, ben, on a fait des tournois ensemble. Puis là, en 2005, je pense, l'organisme qui s'occupait de faire les tournois ont décidé, avec des donations, ils ont réussi à faire un endroit, un gym pour les personnes handicapées.
Puis c'est surtout ça, ils ont eu les fonds à cause des Olympiques spéciaux, là, un donateur pour les Olympiques spéciaux. Fait que là, ils ont un gym. Puis à côté du gym, ben, ils ont un endroit où ils ont des classes pour l'insertion sociale. C'est surtout pour des handicapés intellectuels. Fait que ça nous a permis, moi, c'est la première fois en 2005 que vraiment je côtoyais des personnes handicapées intellectuelles. Puis ce que j'ai trouvé vraiment le fun, là, depuis ce temps-là, ben, on a réussi une façon à s'entraider. Fait qu'eux autres, ben, ils viennent à nos compétitions, puis c'est des marqueurs de table. Puis eux, ben, quand ils ont leur compétition, ben, on va les encourager, puis aussi on peut agir en tant que chronométreur, peu importe. Là. Fait que, ça a été la Floride pour moi, écoute, c'est mon deuxième chez nous, parce que là-bas, les gens, je les connais tous, qui travaillent pour le Palm Beach County Recreation. Puis ça, c'est surtout, cette place-là où on s'entraîne, c'est pour les handicapés physiques, intellectuels, peu importe. Puis eux autres, leur mandat, ben, pour les sports, ils veulent avoir le plus de sport possible, intellectuels, pour les handicapés intellectuels, handicapés physiques. Fait que là, l'année dernière, en 2011, on a commencé le boccia là-bas. Puis ensuite de ça, l'année dernière, en 2012, on a commencé le Power Soccer. Fait que le Power Soccer, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, on parle de gens qui sont souvent très lourdement handicapés, puis ils peuvent peut-être bouger un doigt. Fait que là, ils peuvent contrôler leur joystick. Fait que là, ils ont des fauteuils avec des genres de pare-chocs à l'avant qui peuvent frapper le ballon. Fait que la Floride, pour moi, c'est, comme je vous dis, là, c'est, puis surtout durant l'hiver, là, les hivers québécois, là, en fauteuil roulant, là, je peux m'en passer. Fait que là, souvent, ben, on passe beaucoup de temps là-bas. Puis il y a deux athlètes en particulier, Jeffrey, un gars qui joue au basketball. Il est handicapé intellectuel, puis Jeffrey mesure 6 pieds et 7. Fait que là, je me rappelle, moi, les gars, les entraîneurs, là, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient faire que Jeffrey réussisse un alley-oop. Fait qu'un alley-oop, là, je ne sais pas c'est quoi la traduction en français, mais essentiellement, c'est un gars qui lance le ballon dans les airs. Puis l'autre gars est supposé, quand le ballon est dans les airs, que lui, il le prend, puis après ça, il le met dans le panier. Fait que ça prend beaucoup de coordination, puis beaucoup de répétition. Fait que là, pendant un mois et demi, il travaille avec Jeffrey pour ça, puis ça ne réussit pas. Puis finalement, là, il en réussit un. Là. Tous les athlètes qui sont sur le terrain, ils arrêtent. Les coachs, ils se roulent à terre. Ils n'en croient pas leurs yeux. Puis il félicite tout Jeffrey. Puis Jeffrey, moi, de ce que j'aime de Jeffrey, c'est un gars bien simple, un gars qui est toujours là pour ses coéquipiers. C'est une personne qui a intégré la société très facilement. Puis c'est ce que j'aime en Floride, là, le programme qu'ils ont, là, fait que les athlètes peuvent faire du sport. Puis là, un jour, ils font du sport, puis le lendemain, ben, ils ont des cours d'insertion sociale. Fait qu'ils font ils font comme s'il y avait des entrevues. Puis quand ils vont aller postuler pour des emplois, ils font des cours sur ordinateur, puis toutes des choses qui peuvent leur servir dans la vie quotidienne. Fait que moi, je trouve ce programme-là extraordinaire. Fait que ça fait depuis 2005 que moi, quand je suis en Floride, je ne peux pas travailler là-bas, mais ça me fait un plaisir d'être bénévole puis d'aider les gens là-bas qui nous aident aussi. Ah, puis le sport, qu'est-ce que ça donne? En Suède, j'étais leur coach au championnat du monde 2010. On s'en va à Vancouver pour le championnat du monde. Ricard, qui est juste à gauche du numéro 3, son père est décédé. Fait que là, écoute, c'est pas facile. Puis son père, avant de partir, je ne sais pas si c'est un présage, parce qu'il est mort subitement. Il a dit, quoi qu'il arrive, là, moi, je veux que tu fasses cette compétition-là. Puis Richard, qui s'appelle, il a décidé de rester avec nous autres. Parce que souvent, avec qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner chez vous, tu vas pleurer, tu vas... Fait que lui, il a décidé de rester avec nous autres, puis d'avoir la puissance de l'équipe, là, guérir un peu, ou du moins lui donner un peu de répit là, dans ce moment de grande détresse-là. Fait que le sport, c'est tellement fort, puis ça réunit des fois, ça peut réunir des peuples, ça réunit des gens ensemble, c'est toute beauté. Puis on voit, écoute, les joueurs, Ricard...
c'est un de nos 12 joueurs, là. C'est un de nos guerriers. Fait que tous les gars, là, il y avait vraiment une pensée pour lui durant ce tournoi-là. Puis les gars, durant le tournoi, ils ont joué comme des fous. Puis malheureusement, pour le Canada, on les a sortis, là. Puis c'est la première fois que le Canada se faisait sortir, là, qui n'atteignait pas les semi-finales depuis 1980, depuis que le sport a eu son championnat international. Fait que, puis je peux dire que Ricard, après ça, quand il est revenu chez eux, là, ça l'a aidé, là, cette expérience-là qu'il a vécue avec nous, là, ça l'a aidé à passer à travers bien des épreuves. Puis là, ben, des fois, ben, tu as des victoires aussi, là, puis tu as des célébrations. Fait que ça, c'était en 2002, l'équipe canadienne, on a battu les Américains qui n'avaient jamais perdu avant. On les a battus. Puis juste de savoir, là, écoute, on a travaillé fort. Pendant 4 ans, là, les gars ont trimé dur, puis ils sont passés d'un sport récréatif à un sport élite, là. Tout le monde a cru, tout le monde a embarqué. Puis moi, encore là, tu sais, je pense à certains de ces gars-là là, que j'ai rencontrés en 99, là, puis que c'était pas des athlètes encore à ce point-là. Puis là, ils se sont vraiment pris en main, puis ils sont devenus des athlètes extraordinaires, puis ça nous a permis de remporter un championnat. Ça, c'est en 2008 à Bégin, après une médaille de bronze bien méritée, avec Maxime qui était là avec nous autres, puis la gang de Québécois qui représentait le Canada aussi. Mais c'est juste pour vous dire, là, la fraternité qui existe là, dans le sport, c'est merveilleux. Puis ça t'aide à surmonter un paquet de trucs. Impossible, tu dis. Kyle Maynard. Fait que vous voyez bien, là, pas de bras, ou du moins, il n'y a pas beaucoup de bras, puis il n'y a pas beaucoup de jambes, puis il réussit à faire des affaires extraordinaires. Jouer au football. C'était pas le meilleur joueur, évidemment, mais l'inspiration qui servait aux autres joueurs, c'était extraordinaire. Il a fait de la lutte. Il a gagné un combat, mais il l'a fait quand même. Il a fait aussi du Ultimate Fighting. Fait que l'Ultimate Fighting, il a pas gagné, là, mais il a réussi quand même à faire un match nul. Puis ensuite de ça, son nouveau challenge, il a décidé de monter le mont Kilimanjaro. Puis, bon, en tout cas, bon, ça marche. Moi, je peux le mettre juste... Fait que ce gars-là, Kyle Maynard, là, il a monté le mont Kilimanjaro, là, pas sur le dos de quelqu'un, là. Il a rampé le mont. Fait que ça te prouve là, que il n'y a rien d'impossible. Aaron Fotheringham, Wheels. Ça, là, il fait partie du Nitro Circuit. Fait que lui, il fait des acrobaties, là. Il fait des double black flips, il fait des flips. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Puis ça, c'est pris du Nitro Circuit, là, puis là, il est peut-être à 30-40 pieds dans les airs. Il est fou, ce gars-là, mais ça fait depuis 5 ans qu'il fait ça, puis ce qui est le fun, là, le message là-dedans, les parents, ils l'encouragent tout le temps. Puis moi, c'est ça qui est arrivé aussi. Mes parents m'ont toujours poussé à exceller, puis à essayer des affaires nouvelles. Puis même si des fois, je me pétais à la gueule, je me relevais, puis je continuais. On regarde Oscar Pistorius. Lui, il avait son rêve, c'était de participer aux Olympiques. Il a participé aux Olympiques. Un nageur chinois, pas de bras, pas de jambes. Il est capable, avec son tronc, de nager comme un malade. Lui, c'est un Coréen. Il a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques, pas aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques. Puis, techniquement, il est aveugle. Puis ensuite de ça, elle, là, elle fait de la nage, puis pour se donner un swing, vu qu'elle ne peut pas s'accrocher avec ses bras, elle utilise une serviette. Si tu veux faire quelque chose, il n'y a rien qui va t'arrêter. Mon partenaire de double, cette affaire-là, Josh Van Der Wees. Lui, là, moi, quand je suis arrivé sur la scène en 2010, il s'est dit, Marco, il a de l'air pas mal fort, fait que moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Il a décidé à s'entraîner comme jamais avant. Puis là, ce que ça a fait, on va en parler tantôt, là, ça a eu des résultats assez conséquents.
Puis là, Josh, lui, dès son jeune âge, ses parents, là, il est né sans bras et sans jambes. Puis ses parents se sont dit, ben écoute, notre fils est né comme ça, fait qu'on va essayer de le pousser à faire ce qu'on peut. Puis là, ben, il a réussi à faire des affaires extraordinaires dans sa vie. Il y a des vidéos. Fait que si vous voulez, là, juste à taper Josh Van Der Wies, là, il y a un beau petit vidéo de 9 minutes, c'est en anglais, mais ça le montre un peu dans ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours. C'est un gars extraordinaire. Puis actuellement, il est en train de finir ses études en droit. Il reste comme 1 an et demi. Puis il y a une autre affaire qui est très intéressante. Josh, sa calligraphie, là, il écrit avec sa bouche, là, puis il écrit mieux que moi, puis la plupart des gens que je connais. Puis ça, c'est mes commandements. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Puis aussi, moi, ce que j'aime, je me dis toujours, là, on fait ce qu'on a avec ce qu'on peut, puis après ça, on se dépasse. Puis ça, pour moi, c'est ça la vie, c'est ça le sport. Puis il y a des choses qu'on commence qu'on ne peut pas faire. Puis il y a des choses, écoute, ne demande-moi pas de courir, je ne suis pas capable. Puis, mais le défi, c'est de trouver des choses qu'on peut faire. Puis en trouvant des choses que tu peux faire, tu vas voir que peut-être dans le futur, des affaires que tu ne pouvais pas faire avant, que tu vas être capable de faire. Ça, c'est extraordinaire, ça. Faire les bons choix. Écoute, dans la vie, tu as un paquet de choix, là. Fait que ça soit pour l'alimentation, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui n'est pas bon pour toi. Puis dans tous les choix que tu fais dans ta vie, tu sais qu'il y a des gens avec qui tu ne devrais pas te tenir. Fait qu'il faut que tu fasses des bons choix. Avec de l'encadrement, de l'encouragement. Hey, moi, vous autres, là, j'aurais aimé ça. Vous avoir, quand j'étais à l'école, quand j'étais au niveau primaire, au niveau secondaire, là, pour me diriger un peu, pour me montrer ça. Cette affaire-là, c'est quoi ces sports-là? Je ne savais pas, moi, que ça existait. J'ai connu ça complètement par hasard. Fait que vous faites un job incroyable, puis il faut toujours essayer des façons d'adapter les activités que vous faites à la clientèle que vous avez. Puis je suis sûr que vous le faites. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Puis j'aurais adoré ça, vous avoir là, quand j'étais un petit kid. Il n'y a pas d'excuse. Avec tout le monde que je vous ai montré, là, écoute, peu importe ton handicap, il y a quelque chose que tu peux faire. A.J. Brockman, un de mes chums en Floride, lui, la seule fonction qu'il a, c'est au niveau de son index. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il a découvert des logiciels, puis là, il fait des peintures avec ça. Puis là, récemment, il a été avec Barack Obama, il a fait une photo pour la famille. Fait que, puis il faut toujours trouver des façons ingénieuses d'intégrer les gens, puis il faut croire, il faut pratiquer ce qu'on prêche aussi, là. Ce que vous faites, c'est extraordinaire, puis il faut que vous continuez dans cette veine-là. Fait que, puis là, ça donnait ça, moi, mon parcours. Une médaille paralympique. J'ai emmené ma médaille avec moi. Fait que si vous voulez, tantôt, vous pouvez venir me voir, puis je vais vous montrer ça. Fait qu'avec un peu de persévérance, un peu de discipline, là, le monde est à votre portée. Fait que c'est mon message. Merci beaucoup. C'est ça que ça donne. Un petit cul de Saint-Jérôme. Merci, Marco. Merci. Bien apprécié. Michel va te remettre un cadeau du défi sportif. Merci beaucoup de ta présentation. Ah, c'est cool. Alors, merci, Marco. Merci. Ceux qui veulent toucher une médaille paralympique, j'ai eu la chance de toucher celle d'un joueur de rugby. Écoutez, c'est là où vous viendrez toucher tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et même eux là, trouvent ça dur dans le coup d'avoir ça, mais c'est quelque chose à toucher au moins une fois dans sa vie, une médaille paralympique. Marco va être disponible à la pause. Juste avant d'aller à la pause, on a une vidéo à vous montrer qui a été faite par Parasport. C'est vraiment une vidéo qui est bien faite parce que ça ne montre pas l'élite, ça montre le débutant. C'est les parents, c'est les jeunes qui parlent. C'est disponible sur leur site. C'est disponible aussi sur le site du défi sportif. Et à la pause, oui, Marco est disponible. Oui, il y a sa médaille. Mais profitez-en pour faire du réseautage. C'est un peu pourquoi on a mis différentes pauses. On a différentes personnes dans la salle. On a Liette Marcille qui est au fond, là, une des plus vieilles qui vient au défi sportif. Elle a l'air tellement jeune, on ne sait pas à quel âge qu'elle a commencé. Juste à côté, il y a les deux mafiosos de Laval. Parlez-vous, faites du réseautage. Qu'est-ce que vous faites dans vos écoles? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qui est important de vous aider entre vous autres. Alors, petite vidéo, on s'en va à la pause.
On est dans le temps. On sait que la cloche sonne à 3 heures. C'est notre objectif aujourd'hui, pour la journée au complet. Donc, merci encore, Marco, pour ta présentation. Bien apprécié. Le vidéo, la pause. Une petite pause d'à peu près 15 minutes. C'est beau? Merci. Moi, j'étais à mon école primaire quand j'en ai entendu parler. Je l'ai appris à la Coupe Rogers l'année passée. Grâce aux Jeux du Québec. Aux défis sportifs. Le sport m'a été initié par mon oncle Gérald Brûlé. C'est ma physiothérapeute qui m'a présenté ce sport-là. Les joueurs ont venu faire une démonstration. Une journée de démonstration, il y avait plein de sports. J'ai été voir qu'est-ce qui se passait là. J'ai tout expliqué. Alors j'ai contacté la QSFR et c'est là que j'ai découvert plein de sports. J'ai découvert le hockey, le basket, je suis tombée en amour avec quand j'ai commencé le même. Mes parents m'ont mis dans un programme de natation à 2 ans. C'était un programme pour les enfants ayant un handicap. Avant mon accident, j'étais pas mal sportif, je pratiquais beaucoup de sport. J'ai été en réadaptation. Immédiatement, j'ai comme cherché quelque chose dans quoi me réaliser en fin de compte. Ils m'ont prêté un fauteuil de tennis. J'ai frappé quelques balles pendant 1 heure. J'ai eu la piqûre assez rapidement. De plus en plus, on voit les jeunes commencent à s'intéresser, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, de rencontrer d'autres jeunes. J'ai joué, j'ai vraiment aimé ça. Je pensais toujours à cette fois-là. Fait que je suis allée essayer ça, puis depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre pour basket. Quand l'éducation vient du jeune, ça brise beaucoup de barrières à la base, d'avoir à convaincre l'enfant que ça peut être quelque chose d'intéressant, d'avoir à vaincre la peur de la première expérience, de qu'est-ce qui va se passer, je vais-tu être bon, je vais-tu être capable. Colin, lui, tout de suite, souhaitait participer à la clinique d'initiation. Il a embarqué dans son fauteuil, il roulait avec ça, il était super agile. Quand il a découvert ça, du moment où il s'est assis dans le fauteuil, il n'a jamais voulu en sortir. Rosalie, elle ne voulait pas participer du tout à la clinique. Puis, il y a quelqu'un dans le gymnase qui l'a approché pour lui demander si elle voulait au moins s'asseoir dans un fauteuil. Puis, elle s'en est jamais relevée de ce fauteuil-là par la suite. Aussitôt que tu les mets dans le bain, là, tu vois les yeux s'ouvrir, l'émerveillement. Je ne savais pas que mon enfant était capable de faire ça non plus. Des fois, tu vas surprendre les familles avec les capacités de leurs jeunes. Le support familial, c'est le plus important pour moi. Je n'aurais jamais été capable de faire ça sans l'appui de mes parents. Il ne faut pas que les parents aient peur d'essayer. J'ai toujours eu une famille qui m'appuie dans tout ce que je fais. Venez voir, venez regarder par vous-même. J'ai tout le monde autour de moi qui vraiment m'inspire à m'environner. Ils m'aident dans ma poursuite de mes rêves. Voir le sourire de son enfant là, quand il pratique ça, ça n'a pas de prix. Ma vie au complet est autour de ce sport. C'est sa vie. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? J'ai rencontré beaucoup de nouveaux amis. Je me sentais pas tout seul parce que je venais juste d'arriver. Le sentiment d'appartenance, c'est super important. Le monde que tu rencontres dans le parasport, c'est des gens qui ont déjà passé au travers des épreuves difficiles dans leur vie. Ils ont un accident comme toi, t'apprends plein de trucs. Au niveau de la confiance en soi, tous les avantages que ça peut apporter. Colin, lui, ça a changé complètement sa vie. C'est un petit bonhomme qui avait vraiment pas confiance en lui. C'est notre job, de les mettre en confiance. Puis, je trouve que c'est important de les motiver. Ça m'a beaucoup aidé pour mon moral aussi. L'important, c'est qu'ils s'amusent le plus possible. C'est une activité qui leur apporte des bénéfices physiques super importants aussi. Travailler la force musculaire, travailler la endurance. Je trouve que je suis plus en forme qu'avant. Plus en santé. Ça m'a aidé à reprendre la santé. Et ça, dans ma vie quotidienne, ça a un impact incroyable. Ça facilite tout mon quotidien. C'est essentiel.
motivé. Il m'est arrivé en me disant « Maman, je peux tout faire dans la vie maintenant. » Ça va vraiment changer de vie. Quand tu vois les résultats, c'est merveilleux. Extraordinaire. Passionnant. Fantastique. Petite vidéo disponible sur Internet. J'aimerais remercier Marianne Dutil qui a vaincu la peur de la caméra. Alors, vaincre le sport, mais Marianne qui est avec nous aujourd'hui, qui, des fois, je fais faire des foleries, mais maintenant, elle est rendue très bonne. Félicitations. Petite pause de 10 minutes. Ouais, on a rapetissé, si on veut rapetisser à l'heure, là, on me dit, hey, coupe la pause, coupe la pause. Puis on revient à l'heure, parce qu'on sait que on vous mettra, on sonne la cloche, mais on trouve ça important de respecter l'heure. Merci.